Thank you very much, Iverna and the panelists. Merci beaucoup. C'était une super séance sur un sujet très important. Donc, écouter et rencontrer les attentes des gens. Donc, ce sont les problématiques clés sur lesquelles nous avons eu un partage. Merci encore. Nous avons un petit moment pour passer dans une autre pièce. Je voudrais vous dire simplement que dans cette salle, nous aurons la séance sur l'Ukraine et la séance sur la démocratie verte et sur la représentation démocratique des femmes, où on abordera aussi certains des problèmes dont nous avons discuté maintenant. Et ça, ce sera dans la salle du banquet, dans la salle D. Donc, si vous devez le faire, faites-le. Et nous attendons les autres participants des autres séances parallèles. Nous les attendons. Ils vont se joindre à nous dans 5 minutes. S'il vous plaît, nous nous réunissons à nouveau dans 5 minutes parce que nous sommes évidemment en retard.
2 minutes? All right, please take your seats. Welcome to this. Bienvenue à cette deuxième session parallèle de l'après-midi sur les administrations publiques responsables pour un renforcement des démocraties en Europe orientale et sud-est et des pays MENA, avec bien sûr un axe centré sur l'Ukraine. Ce matin, le ministre Meshminov était là. Je suis contente de voir qu'il est encore là cet après-midi. Au cours de cette session, nous allons considérer l'impact de la guerre de l'Ukraine sur la gouvernance et la démocratie en Europe orientale et du Sud-Est. Et pour discuter de cette question, je vais demander à Gregor Verhent, le responsable de Sigma, directeur gouvernance publique de l'OCDE, qui va modérer ce panel, et demander également à tous les membres du panel de me rejoindre sur scène. Bonjour. Merci de votre présence. Je pense que nous avons beaucoup de participants en ligne également. C'est une session qui portera surtout sur l'Ukraine. Merci pour l'introduction. Je suis responsable de Sigma. Alors, je veux dire quelques mots concernant Sigma. C'est un programme conjoint entre l'OCDE et l'Union européenne, principalement financé par l'Union européenne. Il a été créé il y a 30 ans afin de soutenir les réformes des administrations publiques dans les pays à l'élargissement et les pays voisins. Donc, en fait, on travaille avec 3 régions. L'Europe orientale, les Balkans occidentaux et la région MENA, principalement le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Cette session portera sur ces 3 régions. Ce matin, nous avons entendu que même les pays membres de l'OCDE, parmi lesquels on trouve les démocraties les plus avancées du monde, sont confrontés à des défis de taille en matière démocratique. Et les pays en transition doivent en même temps faire face à des questions de base, des défis de base
Et c'est ce dont nous allons parler cet après-midi. Je vais vous présenter les membres du panel. Nous avons M. Oleg Nemchinov du pays, justement, qui, alors que nous sommes en train de parler, se bat littéralement sur un champ de bataille, pas uniquement pour leur propre liberté, pour leur démocratie, mais pour la protection des valeurs du monde libre, des valeurs de la liberté, parmi lesquelles la démocratie est clé. Nous avons 2 représentants des membres de l'OCDE, Mme Sanja Ajanović-Ovnik, ministre de l'administration publique de Slovénie, Mme Lena Pelienė, représentante permanente de la Lituanie auprès de l'OCDE, 2 ministres des Balkans occidentaux, des vice-premiers ministres, Jovana Varović pour l'intégration européenne du Monténégro et ensuite Mme Slavica Grovska pour la bonne gouvernance du nord de la Macédoine. Ensuite, M. Mathieu Bousquet, directeur en poste, en fonction, auprès de DGNR, donc voisinage et élargissement, et également représentant l'Académie, avec M. Sofiane Sahraoui, directeur de l'Institut international des sciences de l'administration. Nous n'avons pas beaucoup de temps, donc sans autre forme de procès, nous allons directement commencer par le ministre Nemchinov. Tout d'abord, Monsieur le ministre, merci. Merci énormément d'être ici aujourd'hui. On peut imaginer à quel point ça a dû être difficile pour vous de quitter l'Ukraine, même pour quelques jours, de quitter Kiev. On peut imaginer à quel point ce déplacement pour vous a été difficile. Il vous a pris 2 jours pour arriver de Kiev à ici. L'Ukraine est un pays démocratique. Vous élisez vos dirigeants par des élections libres, démocratiques. En même temps, votre démocratie est jeune, elle est vulnérable et elle est actuellement agressée par une dictature hostile d'un pays voisin qui vise à détruire votre démocratie. Que signifie la démocratie pour le peuple ukrainien? Et à votre avis, dans quelle mesure est-ce que l'agression de la Russie a changé l'attitude? Merci beaucoup. J'ai déjà échangé avec des collègues aujourd'hui et j'ai dit que aujourd'hui être ministre, c'est à côté de ce que vivent les Ukrainiens, de ne pas pouvoir quitter donc mettre 2 jours pour venir à Bruxelles, c'est rien comme contrainte comparé à ce que vivent les Ukrainiens sans travail, sous les tirs de missiles, sous les feux d'artillerie, ceux qui vivent dans les territoires rapprochés des en effet, l'Ukraine, c'est une jeune démocratie, mais c'est une démocratie qui est enracinée dans une vieille histoire. Cette marche démocratique, elle a commencé non seulement avec la révolution du Maïdan, la révolution de la dignité, mais elle s'enracine aussi dans l'histoire, comme je l'ai dit. C'est notre lutte pour l'indépendance à travers des siècles dans laquelle l'Ukraine a subi certains échecs. Aujourd'hui, l'Ukraine lutte de nouveau et grâce au soutien avec les pays européens, avec les démocraties du monde, nous luttons pour défendre notre démocratie, mais aussi la démocratie dans le monde. Non.
parce que pour pouvoir renverser des régimes comme la Russie l'a pensé pour envoyer un président 3 jours après par les négociations de Minsk et mettre un Gauleiter pour gouverner le pays, une marionnette pour gouverner le pays. Mais aujourd'hui, ces dirigeants autocrates vivent dans un autre monde et d'ailleurs c'est un monde qui s'autodétruit très très vite de l'intérieur et nous avons arrêté cette marche, cette agression d'abord dans le nord de l'Ukraine à Kharkiv. Et avant l'organisation des faux référendums dans le sud, à Kherson et aussi à l'est, à Luhansk et Donetsk, d'ailleurs les deux régions qui n'étaient pas contrôlées par l'ennemi en entier dans ses frontières administratives. Nous avons déjà trouvé les bulletins déjà préparés pour organiser les faux référendums dans les villes de Kharkiv. À Kupiansk, à Izium, nous avons trouvé déjà les documents préparant ces faux référendum. Et donc, si nous avons opposé militairement à cet autoritarisme, c'est parce que nous souhaitons avoir une vraie démocratie, des vraies élections, de décider de nous-mêmes, de nos destinées, des dirigeants. C'est pour ça que l'Ukraine a fait ce choix de l'intégration européenne. Et d'ailleurs, le déclic pour le soulèvement des Ukrainiens, c'était quand le président Yanukovych a renoncé à la signature de traité d'association avec l'Union européenne et au choix européen. C'est là où c'est pour ça qu'il y a eu à chaque fois une alternance au pouvoir et quand les dirigeants ont trahi ce choix des citoyens, les citoyens se sont soulevés. Donc l'Ukraine s'est démontrée comme une démocratie viable, comme une démocratie qui lutte pour être libre, pour être démocratique et pour être respecté par les voisins. Nous luttons aussi pour que ces valeurs démocratiques soient préservées par nos voisins. Et même si c'est une jeune démocratie, un jeune pays indépendant, c'est un pays viable. Et si l'indépendance ukrainienne du début des siècles serait résistée au régime bolchevique, je suis sûre, il n'y aurait pas eu de 39 de pacte Molotov-Ribbentrop, il n'y aurait même pas de la Deuxième Guerre mondiale et en 1941, Luxembourg ne serait pas occupé. Oui, la démocratie n'est jamais quelque chose que l'on doit considérer comme acquis, une fois pour toutes. Comment est-ce que la Lituanie, en tant que pays de l'Union européenne, le CDE, frontalier de la Russie, envisage l'avenir de l'Ukraine? Pourquoi est-ce qu'il est si important pour les pays membres de l'OCDE de l'Union européenne que l'Ukraine gagne cette guerre et préserve la démocratie et la liberté? Oui, merci beaucoup pour cette question. Et encouragé par ce qui vient d'être dit par le ministre, je commencerai par répondre à la deuxième question. Pourquoi est-ce qu'il est important que l'Ukraine gagne la guerre? En fait, aujourd'hui, la Russie est une menace existentielle qui pèse sur l'ensemble de l'Europe, même de la communauté mondiale. Au cours des 10 dernières années, le Kremlin a profité de cette période de calme relatif pour restaurer sa force militaire et pour poursuivre son agression à plus grande échelle. N'oublions pas que la Russie a envahi la Géorgie en 2008, ensuite l'invasion de l'Ukraine en 2014, aujourd'hui en 2022. Si on n'arrive pas à stopper l'agression russe, cette agression se poursuivra, s'étendra et se poursuivra dans les pays voisins également. De plus, la Russie utilise
la sécurité alimentaire et les énergies comme armes et représente ainsi une menace de survie pour différents pays du monde. En plus, la Russie joue également avec la mésinformation comme arme de guerre, donc répand un récit partout dans le monde qui menace la sécurité nationale et les valeurs démocratiques. C'est la raison pour laquelle la guerre en Ukraine est également une guerre de l'autocratie contre la démocratie. Poutine essaye de revenir au système de souveraineté, veut empêcher des systèmes de prospérité, de sécurité. Il ne fait aucun doute que les régimes autocrates suivent de près la situation en Ukraine et la manière dont la communauté internationale réagit par rapport à l'Ukraine. Si on voit que la violence, ça marche, eh bien, le risque, c'est qu'il y ait d'autres invasions, ce qui ne fera que renforcer les pouvoirs autocrates tout en portant un coup aux démocraties et aux droits humains des économies prospères. C'est vraiment la raison pour laquelle nous devons être du côté de l'Ukraine, soutenir l'Ukraine et aider l'Ukraine à arriver à la victoire et à faire payer la Russie pour ce crime de guerre. Alors, comment est-ce que on envisage l'avenir de l'Ukraine? Tout d'abord, bien évidemment, nous voyons une Ukraine victorieuse. Le plus tôt sera le mieux. On envisage la reconstruction de l'Ukraine et on voit l'Ukraine comme faisant partie de l'Union européenne, de l'OTAN et de l'OCDE. Alors, les premiers pas ont déjà été faits dans ce sens. On a octroyé le statut de pays candidat à l'Ukraine. L'Ukraine est un membre potentiel de l'OCDE. Les dialogues d'accession, d'adhésion ont déjà commencé entre l'OCDE et l'Ukraine. Et nous impatients qu'une décision positive soit prise en 2023 lors du sommet qui se tiendra à Vilnius en juillet. Merci. Nous sommes effectivement tous d'accord avec vous. Et effectivement, vous avez eu raison sur toute la ligne. Puisqu'on parle des pays voisins de l'Ukraine, eh bien, la Lituanie a toujours raison d'agir comme elle l'a fait jusqu'à présent. En ce qui concerne maintenant le partenariat oriental, Monsieur Busquet, nous savons que la gouvernance démocratique est un des principes fondamentaux du processus d'adhésion à l'Union européenne, puisque la démocratie est une valeur clé de l'Union européenne. Donc, comment est-ce que vous envisagez les choses en matière de gouvernance démocratique et comment est-ce que vous envisagez l'adhésion concernant eu égard à la démocratie dans les pays candidats et les candidats potentiels? Donc, comment voyez-vous cette nouvelle dynamique du processus d'élargissement? Merci. On se bat tous pour la démocratie, mais il faut aussi considérer dans les projets d'adhésion ce qu'est la démocratie, comment on doit envisager la démocratie. Avec la méthodologie d'adhésion publiée en 2020, la méthodologie révisée publiée en 2020, on essaie de mieux définir la démocratie, de lui donner des caractéristiques. En fait, la démocratie est basée sur 3 piliers. Et c'est ce dont on discute quand on a commencé les discussions d'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine. Tout d'abord, on regarde du côté du processus électoral. Des élections libres, justes,
et protection également des médias dans les campagnes d'élection, l'intégrité des partis politiques lors des campagnes électorales. Donc, il s'agit vraiment de s'assurer que les élections se tiennent de manière libre et juste. Le fonctionnement du Parlement national est essentiel également. Et par rapport à cela, nous voulons nous assurer que le Parlement fasse la démonstration d'un plus haut niveau d'intégrité, de transparence, de reddition des comptes et d'efficacité. Et tous les éléments clés, l'élément clé, c'est le contrôle du Parlement sur l'exécutif. Et le troisième point qui ne doit pas être oublié, qui émane de la session précédente, porte sur la société civile. Dans une démocratie, dans les partenaires avec lesquels on négocie l'accession, le contexte politique est favorable à la société civile active, compte ainsi que le cadre juridique et l'environnement facilitateur. Donc, ce sont les conditions que nous examinons. Nous ne nous limitons pas à examiner l'engagement du gouvernement d'assurer cela, mais nous évaluons la performance du gouvernement. Maintenant, pour en venir aux défis, nous avons publié notre dernier paquet sur l'élargissement. Nous avons publié l'opinion de la Commission sur la demande d'adhésion de la Géorgie, de la République de Moldavie et l'Ukraine. Tout d'abord, ce que nous voyons lors de nos évaluations, c'est que nous devons avoir une volonté politique stable et authentique d'être des institutions démocratiques fortes. Et ça, c'est inégal. Et quelquefois, il y a carrément une lacune. Alors, je vais prendre un exemple très concret. Dans de nombreux pays, nous voyons une utilisation excessive de procédures raccourcies, exceptionnelles. Et ça, c'est une façon de mettre des bâtons dans les roues à la démocratie, la reddition de comptes. Et c'est là que le Parlement est fondamental. Le rôle du Parlement est fondamental dans son rôle de supervision. C'est un des éléments du fonctionnement d'une démocratie. Si 90% du droit de l'Union européenne utilise l'exception, ça ne fonctionne pas. Alors, le deuxième élément, c'est certainement celui de la désinformation et de la polarisation. Par la désinformation, cette désinformation peut venir des rédacteurs étatiques, d'acteurs non étatiques et peut émaner aussi d'acteurs locaux ou d'acteurs qui viennent de l'étranger. Nous avons des exemples clairs d'acteurs et d'autocraties qui fonctionnent qui travaillent sur la désinformation. Donc, il s'agit de développer de faux discours sur la démocratie et de saper la confiance du public pour les institutions démocratiques, de discréditer l'Union européenne. Alors, ça approfondit la polarisation. Et on voit ça dans certains pays où on alimente les divisions ethniques ou religieuses. Et donc là, on voit certainement un défi. C'est un domaine important des défis. Et il faut qu'on se penche sur ce problème-là parce que sinon, on va vers une polarisation qui n'est pas bonne pour les institutions démocratiques. Et le troisième point, c'est celui de la corruption. Il faut qu'on parle de la corruption. C'est une menace pour la démocratie. Donc, il est indispensable de développer des mesures anticorruption. Il faut que nous assurions un bon fonctionnement du système judiciaire. Nous avons besoin d'un système judiciaire qui soit à la fois responsable, obligé de rendre des comptes, et indépendant. Ce sont les deux faces d'une même monnaie. Et en même temps, il doit être efficace, ce système judiciaire. Donc ce sont les défis que nous voyons, certains des défis que nous voyons dans les différents pays. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes tous et toutes d'accord sur le fait que même dans certains pays de l'OCDE et de l'Union européenne, on partage certains de ces défis qui s'opposent à la démocratie. Nous allons nous diriger vers les frontières orientales de l'Europe. Alors, n'oublions pas que cette région a assisté à des guerres horribles qui les ont déchirées dans les années 90. Et
Alors, même si l'Europe occidentale est déjà un peu oubliée, je pense que cette mémoire, ce souvenir est encore très vif dans l'ouest des Balkans, dans les Balkans occidentaux. Donc, ma question serait, quels sont les impacts de la guerre de Russie, donc de l'agression de la Russie contre l'Ukraine, dans la région des Balkans occidentaux? Merci pour la question. Mais la démocratie dans les Balkans occidentaux n'a jamais été en bonne santé parce que nous sommes passés par la guerre dans les années 90 et à cause des élites politiques qui voulaient juste rester au pouvoir et qui se fichaient de la démocratie et des droits humains et des réformes. Et ensuite, lorsque les réformes ont commencé dans le cadre de la conditionnalité de l'Union européenne et dans le cadre de l'Union européenne, il y a eu beaucoup de hauts et de bas dans l'approche de l'Union européenne vis-à-vis de l'ouest des Balkans. L'Union européenne réussit à mettre en place le cadre de la démocratie, mais elle n'arrive pas à assurer la démocratie dans la pratique. Et disant cela, j'utilise l'exemple du Monténégro, qui est le pays où ça fonctionne le mieux dans les Balkans occidentaux. Alors, si on essaie de comprendre la démocratie il y a 10 ans et aujourd'hui au Monténégro, les problèmes peuvent être mesurés par des critères techniques. Mais dans tous les domaines, la liberté de presse, les élections, etc., il y a encore de gros problèmes que nous partageons avec le reste de la région. Lorsqu'il y a des coups de semonce, par exemple, et le coup de semonce donné par l'Europe, par l'Union européenne, a eu lieu il y a longtemps, était donné il y a longtemps maintenant, avec la guerre en Europe, et il y a des drapeaux rouges qui se lèvent. Lorsque nous discutons du rôle de l'Ouest des Balkans dans la réalisation de la démocratie, la construction de la démocratie, bien sûr, il est nécessaire d'assurer la solidarité avec la population de l'Ukraine. Parce que ça vaut la peine vraiment de défendre les valeurs démocratiques et d'un pays de défendre un pays qui était attaqué, ce qui suppose aussi une attaque contre les valeurs démocratiques. Alors, l'Ouest des Balkans doit être complètement aligné sur la politique étrangère et de sécurité européenne. Ça veut dire des sanctions contre la Russie. Alors, nous avons introduit les paquets de sanctions contre la Russie. Nous sommes totalement alignés sur la politique commune étrangère et de sécurité de l'Union européenne. Ça, c'est la première chose. Ensuite, les pays qui ne sont pas alignés doivent être punis. Alors ça, c'est la signification de la nouvelle méthodologie de la Commission européenne. Pour les pays où ça marche, on leur offre des avantages. Par contre, les autres sont punis et subissent également des sanctions. Mais on est complètement à côté de cette partie de la méthodologie de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle, de la part du niveau de l'Union européenne, on a besoin de pouvoir comprendre quels sont les avantages que nous retirons des politiques, de l'alignement sur les politiques étrangères et de sécurité commune de l'Union européenne. Je vais me concentrer maintenant davantage sur l'Union européenne. Si quelqu'un peut nous apporter la démocratie, c'est certainement l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle on attend toujours que l'Union européenne développe de meilleurs mécanismes pour sauvegarder la démocratie. Parce que la démocratie est en danger pas seulement dans l'ouest des Balkans, elle est également en danger parmi les membres de l'Union européenne et au niveau de l'Union européenne. Ça veut dire que l'Union européenne devrait développer de meilleurs outils que ceux qui se trouvent dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ça veut dire que nous avons besoin de meilleurs mécanismes pour assurer le fonctionnement de l'état de droit, pour protéger l'état de droit à tous les niveaux. L'Union européenne doit conserver et doit contribuer, de protéger et doit contribuer à améliorer l'état de droit à tous les niveaux. Alors, il s'agit de développer de nouveaux mécanismes. Donc, s'ils veulent développer de nouveaux mécanismes et tester de nouveaux mécanismes, ils doivent utiliser l'Ouest des Balkans comme étude de cas.
et utiliser les mêmes mécanismes, mettre en œuvre les mêmes mécanismes dans les États membres de l'Union européenne. Il s'agit de parler d'une seule voix. Il y a eu des cas récemment où certains des représentants de l'Union européenne, certains États membres de l'Union européenne n'étaient pas alignés sur certaines initiatives locales, certaines évolutions dans l'ouest des Balkans. Donc nous avons eu le président du Conseil et le responsable de la politique de voisinage et les États membres qui faisaient des déclarations différentes. Donc je pense que c'est essentiel que l'Union européenne doit s'exprimer d'une seule voix s'agissant de la démocratie dans l'ouest des Balkans. Alors, comme je l'ai dit, il devrait y avoir plus d'avantages concrets pour les citoyens de l'ouest des Balkans. Les citoyens du Monténégro, 75% des citoyens du Monténégro sont en faveur de la filiation, de l'entrée dans l'Union européenne, même après 10 ans de négociations. Donc ça devient même difficile pour moi et je dirige le processus d'intégration d'expliquer quelle est l'approche européenne dans l'ouest des Balkans. Et les citoyens pensent toujours que l'Union européenne est l'endroit où nous devons être. Alors, nous avons vraiment besoin de davantage nous avons vraiment besoin de tirer les leçons des expériences des dernières années. Donc, je pense que c'est bien que nous ayons les initiatives régionales et nous nous consacrons à ces initiatives régionales. Je crois que l'Union européenne, c'est vraiment le facteur le plus motivant pour la démocratie et la démocratisation dans l'ouest des Balkans. Ce n'est pas que nous ayons besoin d'une date limite, mais nous avons besoin d'un message clair et d'actions claires de la part de l'Union européenne. L'avenir des Balkans, de l'ouest des Balkans, se trouve vraiment entre les mains, au niveau démocratie, se trouve vraiment entre les mains de l'Union européenne. Bon, il y a de bonnes suggestions à l'Union européenne et c'est totalement légitime que ce processus d'élargissement et que les discussions soient un processus qui soit bilatéral, qui aille dans deux directions, l'Union européenne, la Commission européenne, les pays candidats. Les pays candidats font beaucoup de recommandations, expriment beaucoup d'exigences et quelquefois ces exigences sont légitimes. Et certaines vous pouvez aussi, je pense, exiger des choses de l'Union européenne étant donné votre investissement dans le processus. Nous allons maintenant aller vers la région des MENA, vers le sud. Monsieur Sahraoui, vous êtes spécialiste de la région. Vous suivez les évolutions en matière de gouvernance publique dans les pays arabes depuis longtemps. Donc, quelle est votre vision? Où en sommes-nous? Quelles sont les perspectives de la gouvernance démocratique dans le monde arabe, plus de 10 ans après ce moment d'espoir incroyable des printemps arabes. Où en sommes-nous aujourd'hui et où allons-nous? Merci, Grégor. Si je devais donner une réponse immédiate, elle ne serait guère positive. Les perspectives sont plutôt sombres. Alors, la dernière étincelle de démocratie qui a suivi les printemps arabes vient de s'éteindre partiellement. C'était la Tunisie. La Tunisie qui a repris un chemin autocratique, ce qui n'avait plus été vu depuis son indépendance en 1956. D'autres pays du printemps arabe avaient déjà complètement renoncé à tout cheminement démocratique. Alors, comme vous le savez, vous regardez dans la région, il y a des guerres civiles qui sont très actives. Je peux vous parler de la Syrie, de la Libye, du Yémen. Alors, ces pays arabes sont dans des situations très, très compliquées. Même dans d'autres régions, il n'y a pas de guerre civile. La situation n'est pas très bonne non plus. Moi, je vais nuancer tout ça, bien sûr, mais
Je commence par le négatif et puis je viendrai vous montrer une lueur d'espoir au bout du tunnel. Je voudrais saisir cette opportunité d'être dans un forum de l'OCDE pour vous dire que c'est dommage que beaucoup de pays, y compris des pays de l'OCDE, ne se sont pas toujours trouvés du bon côté de l'histoire. Donc, n'ont pas toujours défendu les valeurs de la démocratie, de la liberté et des droits humains. Et comme le Premier ministre du Luxembourg l'a dit ce matin, il n'y a pas eu une expression sans équivoque de leur désapprobation par rapport à la tournure qu'ont pris les événements dans leur pays. Moi, j'apprécie beaucoup tout le soutien que l'Ukraine reçoit et je suis d'accord avec tout ce qui a été dit par rapport à l'Ukraine. Mais on ne voit pas les mêmes processus partout. Mais malgré tout, je voudrais exprimer ici ma pleine solidarité avec la population de l'Ukraine. Alors, je vais essayer d'être un peu plus positif. Parce que je suis optimiste par nature, et pas seulement optimiste, j'ai quand même une certaine interprétation de l'histoire, une certaine lecture de l'histoire qui me permet de regarder l'avenir avec un œil positif. Il y a des pays qui, même s'ils n'arrivent pas aux normes démocratiques comme elles ont été définies en Occident, ces pays ont réussi d'une certaine manière à réaliser des réformes qui ont apporté des avantages importants à leur population. Je peux par exemple mentionner le Maroc, la Jordanie, le Qatar. Et même dans les pays où les transitions démocratiques ont fait un flop, et je reviens à la Tunisie, 10 années d'apprentissage démocratique ont au moins eu un potentiel créatif pour la société civile. Donc, la volonté, le désir de liberté, de bonne gouvernance n'a pas été éteint par cet échec. Et je suis sûre que l'état de droit sera rétabli en Tunisie et dans l'ensemble de la région dans un avenir prévisible. Le printemps arabe n'est pas terminé. Ce qui s'est passé en 2011 n'est qu'une première vague. Une seconde vague alimentée par les suites de la pandémie et la guerre en Ukraine parce que les conditions objectives ont été créées pour que du changement se produise à nouveau. Donc cette seconde vague prend peu à peu de la vitesse et va s'exprimer dans l'ensemble de la région. Moi, je crois que cette vague va nous amener une forme plus résiliente de démocratie. Il est vrai que les valeurs sont faciles à épouser. Mais comme nous en avons discuté auparavant, il y a des outils de la démocratie que les personnes doivent apprendre à utiliser, avec lesquels elles doivent apprendre à travailler. Et c'est ça l'apprentissage. Il faut apprendre à être démocratique. Il faut apprendre à exercer la démocratie. Je crois que cette forme résiliente de démocratie se produira dans les pays qui sont les plus prêts, les plus préparés. Et je fais référence au Maroc, à la Tunisie, à la Jordanie, bien sûr, parce que les conditions objectives de ces pays les rendent plus propices à la démocratie. Même des pays comme la Libye pourraient prendre un raccourci vers la démocratie. Finalement, tout se suivra au cours des vagues suivantes du printemps arabe. Je ne parle pas de ce qui se passera dans 100 ans. Je pense que ça va se produire beaucoup plus tôt que nous le pensons. Et simplement pour dissiper un mythe selon lequel la démocratie n'est pas pour tout le monde, moi je crois vraiment que la démocratie, ce sont des valeurs universelles parce que la démocratie est basée sur la liberté et tout le monde a envie de liberté, quelle que soit l'appartenance culturelle, quel que soit le lieu de provenance. Et ils vont poursuivre cette liberté et ils vont l'obtenir. La démocratie, c'est juste un moyen de permettre aux gens d'avoir voix au chapitre dans les décisions des affaires concernant leur pays. Merci beaucoup pour votre réalisme optimiste
Nous espérons que votre vision va se réaliser et j'espère que vous avez aussi des prévisions similaires pour la Russie. Mais voilà, nous arrivons à la fin de notre première série d'interventions. Nous arrivons à la deuxième série d'interventions qui porte sur la gouvernance publique, l'administration publique, les réformes et la confiance. Alors, les réformes de l'administration publique ne sont pas seulement vitales pour l'accession à l'Union européenne, et pour la création d'un terrain de jeu où tout le monde est sur pied d'égalité, où on partage les valeurs des États membres de l'OCDE. Les réformes de l'administration publique sont fondamentales pour assurer la compétitivité des pays et finalement aussi pour assurer la prospérité et le bien-être de leurs citoyens. Bien, donc on a discuté des réformes de l'administration publique et de la confiance. Et donc nous allons de nouveau commencer par l'Ukraine. Ministre Nemchinov, le gouvernement d'Ukraine et les institutions publiques, et notamment le président, jouissent actuellement d'un niveau incroyablement élevé de la part du public. Une fois que la guerre sera terminée et lorsque l'effet de rassemblement autour du drapeau ukrainien s'estompera petit à petit, qu'est-ce qui sera crucial de garder en place par les institutions publiques afin de maintenir ce niveau de confiance? Merci. Merci. C'est une question qui mérite plusieurs réponses. Si on regarde le taux de confiance d'aujourd'hui et le taux de confiance avant le 24 février, il faut dire que ça ressemble plus à un électrocardiogramme. C'est naturel qu'en temps de guerre, en temps d'agression, la consolidation de la nation autour de son leader, c'est une réaction naturelle. Mais je suis sûre que sur la scène politique ukrainienne, tout le monde pense que cette même situation ne perdurera pas. Les membres du gouvernement, tous les élus en sont bien conscients que ce niveau de conscience, c'est un phénomène de guerre. Mais déjà en temps de guerre, il y a eu déjà des alternances, il y a eu des changements dans les nominations, les alternances politiques. Et il n'y a pas d'indulgence, même en temps de guerre. Il n'y a pas de mandat pour tout faire. Et par exemple, le ministre Tchernyshov a quitté le poste de ministre pour diriger la compagnie nationale Naftogaz. C'était une situation qu'il a fallu gérer. Et c'était la meilleure solution pour l'équipe de gouvernement. Alors, ce taux de confiance, de confiance que la population accorde, c'est une situation temporaire, mais ça ne veut pas dire qu'on peut prendre n'importe quelle décision et à n'importe quel prix et sans rendre les comptes. Et aussi, nous sommes bien conscients qu'après la guerre, la nation, la société ukrainienne va être encore plus scrupuleuse, encore plus exigeante en termes de gouvernance et en termes de compte rendu. Et donc c'est pour ça que déjà maintenant le gouvernement est très vigilant quand il s'agit dans les nominations des instances de lutte anticorruption, notamment le Bureau national de lutte anticorruption et d'autres concours. Le gouvernement veille à ce que tout soit fait
en termes de bonne gouvernance pour poursuivre la réforme de la justice indépendante. Et nous sommes bien conscients que nous le faisons pour notre avenir. Quand les Ukrainiens aujourd'hui défendent leur indépendance et leur démocratie, ils le font pour l'avenir, pour les enfants. Et l'avenir, c'est le pouvoir qui rend les comptes. Dans ce processus d'adhésion à l'UE, à l'Union européenne et à l'OCDE, par rapport à cela, ça fait maintenant 20 ans depuis l'adhésion. Quels ont été les meilleurs éléments de la réforme des administrations publiques qui a renforcé la confiance dans les administrations publiques en Lituanie? Alors, comme je sais qu'on est déjà fort en retard, je ne serai pas très longue, mais je voudrais souligner, quand même mettre en avant mon avis personnel. La réforme de l'administration publique est un processus permanent qui ne s'arrête jamais. Deuxièmement, la confiance des citoyens, c'est quelque chose qui s'acquiert, ce n'est pas quelque chose qui se décrète. Et pour renforcer la confiance des citoyens dans les institutions, il faut que l'administration publique soit ouverte, s'engage auprès du public en toute transparence, communique clairement et rende des comptes au public. Voilà, ça c'est pour moi des aspects clés. Il est également essentiel de s'engager auprès du public, c'est-à-dire que le public doit participer au processus décisionnel de manière opportune et en même temps, nous devons donner un feedback transparent sur les suggestions qui sont faites de la part des citoyens. En tant que membre de l'OCDE, nous sommes en contact permanent avec le comité des experts dont les recommandations nous permettent d'apporter des améliorations dans différents domaines qui sont très importants pour renforcer la confiance du public dans les institutions publiques. Alors, sur la base de l'exercice de révision de l'OCDE et sur la base des différentes études et des recommandations, nous avons élaboré un plan d'action qui prévoit des mesures concrètes d'amélioration de différents aspects. Pour donner un exemple concret de cela, en 2019, le gouvernement a adopté un plan d'action pour la réglementation de la qualité des services publics. Le projet visait à lancer un exercice d'évaluation de l'impact de la réglementation dans plusieurs domaines, tels que l'environnement, les questions sociales, les finances publiques et un modèle d'évaluation de réglementation après coup. Alors, on veut bien sûr renforcer la confiance des citoyens, sensibiliser à l'importance de la participation citoyenne, à la co-création, à la co-conception des processus de développement. Troisièmement, préparer des politiques plus basées sur des éléments factuels, trouver des solutions plus systémiques, et ensuite améliorer l'efficacité du gouvernement et des institutions publiques. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que je peux vous poser la même question? Est-ce que vous pouvez partager avec nous des exemples de bonnes pratiques ou de nous expliquer les enseignements que vous tirez de l'expérience en Lituanie en matière de réforme de l'administration publique, dont l'objectif est de renforcer la confiance et les institutions? Si vous me permettez, je voudrais très brièvement mentionner quelques exemples qui pourraient être très utiles sur la voie de l'intégration à l'Union européenne, notamment en ce qui concerne l'Ukraine, puisque cette session porte principalement sur l'Ukraine. Nous sommes convaincus que les négociations sur l'adhésion de l'Ukraine et la Moldavie commenceront sans doute l'année prochaine, en tout cas on l'espère, et d'après notre expérience,
je crois qu'on peut dire qu'il est très important de trouver la meilleure formule pour le processus d'adhésion. Et c'est important également de créer une structure efficace pour coordonner les négociations autour de l'adhésion et concernant tout le processus d'intégration dans l'Union européenne. Dans le cadre de cet objectif, je voudrais mentionner 3 instruments ou 3 processus qui ont été très utiles pour la Lituanie. Donc, on encourage beaucoup l'utilisation de ces outils. Tout d'abord, les pays candidats doivent pouvoir compter sur l'assistance technique venant de l'Union européenne, sur l'assistance en matière d'expertise, de l'assistance financière et faire une utilisation des initiatives en matière de formation, les initiatives de TAIEX. Ça permet de partager l'expertise des États membres de l'Union européenne avec les pays candidats afin de répondre aux besoins spécifiques de ce pays candidat. Et ensuite, le 3e instrument, c'est l'assistance technique. C'est très important également pour renforcer le processus de réforme. La Lituanie est tout à fait prête à partager sa propre expérience avec nos partenaires, effectivement. Nous finançons un programme en matière de gestion financière en Ukraine. Voilà, pour vous donner un tout simple exemple d'appui ou de soutien. Autre processus, c'est l'adhésion à l'OCDE. Nous soutenons bien sûr les aspirations de l'Ukraine pour que l'Ukraine devienne membre de l'OCDE. Et dans le cas de l'Ukraine, nous pensons qu'en fait l'intégration dans l'OCDE et l'intégration européenne sont complémentaires. Et un bon exemple de cela, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est que l'Ukraine voudrait participer au groupe de travail de l'OCDE sur la corruption. Et suite à sa participation à la Convention anticorruption, ce qui est également quelque chose qui est exigé de la part de l'Union européenne. Le dernier exemple, c'est Sigma. Ça a été très utile pour mon pays, pour la Lituanie, lors de notre adhésion à l'Union européenne. Sigma a soutenu la Lituanie dans les réformes des services civiques, dans l'élaboration d'une stratégie anti-fraude, dans les réformes de politique de gestion et dans beaucoup d'autres domaines également. Donc nous soutenons pleinement l'utilisation de Sigma pour l'Ukraine aussi. Et nous sommes prêts à contribuer avec notre expertise aussi, effectivement. Une bonne gouvernance publique et des institutions publiques fortes sont des facteurs essentiels pour l'Ukraine dans le processus de reprise et de reconstruction. Merci beaucoup et merci pour le dernier point. Au nom de Sigma, au nom de tous les collègues, je peux dire que l'expérience Sigma sous-tend ce que vous avez dit concernant la complémentarité des 2 processus d'adhésion à l'Union européenne et à l'OCDE. Presque tous les pays que Sigma appuie sont devenus pays de l'OCDE. 3 sont en train de négocier leur adhésion, donc il y a clairement une convergence des deux intégrations. Alors, on retourne du côté des Balkans occidentaux. Le vice-premier ministre Grofska. Quels seraient, selon vous, les éléments essentiels des réformes de l'administration publique en général et notamment pour les Balkans occidentaux, qui auront donc un impact positif sur la confiance des citoyens dans l'administration publique? Alors, pour répondre à cette question, j'utiliserai des mots très simples, en même temps très complexes. Je crois que nous sommes tous d'accord de dire que pour avoir une bonne administration publique
il faut que l'administration publique se base sur le principe de la bonne gouvernance, l'efficacité, la reddition des comptes, la responsabilité de l'administration publique et en même temps en lien avec le pouvoir exécutif. Alors, on commence à parler de mise en œuvre. Comment? Donc, il faut que les agents publics soient au service des citoyens et pas que ces agents publics existent juste pour leur fonction. Et par ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec le collègue de Slovénie. Le processus de réforme est un processus permanent, jamais un processus qui s'arrête. Quand on parle de réforme de l'administration publique, on se parle de changer les mentalités. Ça, c'est peut-être la partie la plus difficile à réaliser. Et en même temps, les réformes de l'administration publique dans le processus d'adhésion à l'Union européenne nous amènent automatiquement à ce stade, à ce point. Pour montrer le processus en Macédoine du Nord, on vient de créer un cabinet responsable de la politique de la bonne gouvernance, dont je suis basé sur 3 piliers: transformation numérique de la société, transparence des institutions publiques et politique anticorruption. Tout cela, sur ces 3 points, piliers semblent séparés, mais ils sont tout à fait liés aux réformes des mentalités et aux réformes de l'administration publique. Et je voudrais remercier Sigma pour cet appui, leur appui infaillible dans ce processus qui s'est effectivement avéré très utile. Nous sommes déjà devenus un pays membre de l'OTAN, on a commencé le processus d'adhésion et l'expertise d'appui aux réformes ne fera qu'accélérer le processus de réforme pour finalement arriver à l'adhésion. Bien. Qu'en est-il de la région MENA? Des réformes de l'administration publique dans cette région? Il y a des aspects très intéressants des réformes de l'administration publique, notamment dans le domaine de la numérisation, de l'offre de services, même dans des pays où il n'y a pas de régime démocratique. Mais quelles sont les principales faiblesses au système d'administration publique dans la région MENA? Et comment est-ce que les pays concernés traitent cela? Alors, désolé, mais je vais utiliser ma position un peu dogmatique. Beaucoup de pays de la région ont engagé certaines réformes. Par exemple, pays de la région du Golfe. Ils ont en général une administration efficace. J'ai vécu dans cette région pendant un temps et je peux témoigner de la qualité de l'administration publique. Mais d'un point de vue technique, je ne vais pas aborder un autre aspect de l'administration publique, mais disons que c'est vraiment orienté vers les citoyens des pays. Le Qatar, les Émirats arabes, par exemple, leur diaspora est plus nombreuse que leur population locale. Et donc, nous devons être bien conscients de cela. Donc, le contexte est assez différent. Hier, je suis rentrée de Tunisie, mon pays d'origine, où j'ai participé à différents événements là, sur l'administration publique, la numérisation, la formation du secteur public. Et à la fin de la semaine prochaine, je vais aller en Algérie pour y participer à un événement concernant l'administration publique et le développement local. Mon Institut national des sciences administratives se coordonne avec Sigma et le CDE.
Au cours des dernières années, j'ai beaucoup voyagé dans la région, rencontré beaucoup d'administrations publiques et force est de dire qu'à la fin de ce processus, après 12 ans, je n'ai pas vu beaucoup de progrès. En tout cas, pas de progrès durable. Et dans des pays, très très peu de progrès. J'ai plutôt observé une persistance des vieux trucs qui fonctionnent plus ou moins bien. Alors, quelles sont les statistiques? Eh bien, la semaine dernière, on a des statistiques sur le niveau de méfiance vis-à-vis de l'administration publique. Je vais vous donner un chiffre et puis je reviendrai dessus ensuite pour situer les choses dans leur contexte. Il y a une présentation des Nations Unies en Tunisie qui dit 65% des gens n'ont pas confiance dans l'administration publique. C'est quand même un tiers de la population. Bien, alors je reverrai sur ce chiffre par la suite. Je viens également de lire une politique en matière d'administration publique qui met l'accent en Égypte. Et là, le niveau de confiance est encore plus bas. Comme je l'ai dit, seuls les pays du Golfe qui ont une administration publique plus ou moins efficace affichent un niveau de confiance plus élevé. Hier, j'ai dîné avec certains consultants et ils ont exprimé leur frustration vis-à-vis des réformes de l'administration publique, disant qu'elles n'avancent pas vraiment. Les administrations publiques dans la région de MENA, ce n'est pas un organe technique qui preste des services, c'est une extension de l'appareil d'État. Et si l'État lui-même n'a jamais été réformé de façon à être au service des citoyens, eh bien, l'administration publique elle-même ne le sera pas non plus. Alors, je voudrais conclure par l'exemple de la Tunisie. Donc, j'ai dit que 65% de la population n'est pas satisfaite. 1 million de personnes travaillent dans le secteur public. C'est énorme pour une population de 12 millions. Et ça veut dire, si vous prenez la taille moyenne d'une famille de 3,4, 3,5, il y a 3 millions de personnes qui vivent de l'administration publique. Donc, ce sont les personnes qui sont satisfaites de l'administration publique, alors que les 65%, c'est le reste de la population. Je vais m'arrêter ici. On vient de nous informer que les 2 autres séances parallèles se sont terminées, donc ils nous attendent pour poursuivre la plénière. Monsieur Bousca, les réformes de l'administration publique dans les pays de l'élargissement de l'Union européenne, dans les pays de l'accession, en 2 phrases. Une phrase sur la force, sur les forces et une autre phrase sur les faiblesses. Comment évalueriez-vous la situation? Je crois que ça va suivre ce qui a déjà été dit. La réforme de l'administration publique est un processus permanent. Donc, il faut voir pas seulement l'image à l'instant T, et le rapport Sigma est un excellent rapport pour se pencher sur les 6 domaines qui font l'objet de progrès suite à les réformes de l'administration publique. Et il y a les services aux citoyens. On a vu beaucoup de progrès en matière de services numériques. C'est très clair. Il y a eu beaucoup de progrès, bien sûr, en Ukraine. Les réalisations sont impressionnantes, même en temps de guerre. L'Albanie, la Serbie. C'est impressionnant. Pourquoi? Parce que c'est séduisant pour un politique, c'est visible. Et ça donne l'impression d'un État moderne, ça donne l'impression que tout fonctionne bien, et c'est aussi bien pour limiter la corruption. Donc tout ça, c'est très bien. Et ça a été rendu nécessaire par la pandémie du Covid, la continuité du service, etc. Donc c'est très bien, c'est très positif. Il y a encore du travail, mais nous sommes vraiment sur la bonne voie ici. Maintenant, la partie négative, si vous me le permettez, qui est vraiment liée aussi à ce qui se passe dans la région MENA. Donc, ça porte sur la gestion des ressources humaines
et l'instrumentalisation de l'administration publique pour exercer une influence publique. Alors, ce que nous voulons, c'est que les officiers publics, les hauts fonctionnaires, qui soient sélectionnés sur base de leur mérite, sur base d'une méritocratie, qui se préoccupe de la majorité, pas de la minorité, et qui n'ait pas de conflit d'intérêts ou qui n'ait pas d'affiliation particulière avec un parti politique. Et ce que nous voyons quelquefois dans certains cas, ce sont des niveaux gonflés d'administrateurs à des niveaux très élevés dans les domaines où ce n'est pas nécessaire, mais dans les domaines, dans les secteurs où c'est nécessaire, il n'y a pas suffisamment de personnes. Donc ça, les pays partenaires doivent se pencher là-dessus. Mais de manière plus globale, et ça, ici c'est mon dernier mot sur la réforme de l'administration publique. Nous avons besoin, l'administration publique doit être un employeur attractif. Et ça, c'est difficile. Nous pouvons voir dans certains pays que les jeunes talents nous demandent, est-ce que c'est bon pour moi de travailler dans l'administration publique? Est-ce qu'il y aura les conditions appropriées? Alors, en outre, ce monde est plein de crises. Nous gérons une crise après l'autre. Et ça va devenir la norme. Et donc, l'agilité, la capacité de l'administration publique de passer d'une crise à une autre, c'est quelque chose qui est fondamental. Et il faut qu'on y réfléchisse. Et le troisième point, c'est vraiment l'ouverture. Et comme le Premier ministre l'a dit de la Macédoine du Nord, les problèmes sont trop complexes pour qu'ils puissent être gérés par l'administration seule. Nous devons travailler avec la société civile. La capacité des administrations à être ouvertes et d'entamer un dialogue avec la société civile pour trouver les bonnes solutions, pour renforcer la confiance du public est fondamentale. Voilà, et j'ai essayé d'être bref. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les orateurs et de remerciements tout particuliers à vous, Monsieur le Ministre. Nous n'avons pas le temps de tirer de longues conclusions. Je dirais juste en conclusion tous mes vœux aux pays du partenariat oriental, donc de l'Ouest des Balkans, de la région des MENA. Je vais terminer par deux mots. Slava Ukraini. Thank you very much, Gregor, and all the panelists for this very fascinating session. Please don't move, because you won't be allowed to have a coffee break like in the morning. We're running very late. So we're going to move to the plenary session, but we're going to open the doors for the people who were attending. Nous allons ouvrir les portes pour que les personnes qui ont participé aux autres séances parallèles puissent se joindre à nous. Donc vous avez juste le temps d'aller faire un petit pipi, prendre un café, prendre un thé, mais revenez immédiatement après. Hi, Frederick. Nice.
they did. It's not me, who is it? Well, I think we're going to start. So the people outside, if they can hear me, I'm shouting, so people can hear me outside as well. But if you can bring people, those of you who are outside. Well, listen, I think we should get started. So